À Arles, chaque été, la cité provençale devient un lieu de rendez-vous pour les amoureux de culture, photographie, art contemporain, exposition en plein air. La ville vibre au rythme de la création. Première incontournable, les rencontres d'Arles. Depuis plus de 50 ans, ce festival explore la photographie sous toutes ses formes. Après une affluence record de 160 000 visiteurs en 2024, cette nouvelle édition à voir jusqu'au 5 octobre a pour thème les images indociles qui expriment des voix en marge, des favelas brésiliennes à la mafia sicilienne, en passant par les peuples autochtones australiens. Une programmation foisonnante dans des lieux chargés d'histoire pour interroger notre monde en images. À l'époque où voilà, on essaie de remettre en question tout un tas de libertés acquises, on se permet d'effacer des images qui témoignent de l'histoire. C'était une prise de position importante, c'est la raison pour laquelle on a choisi ce titre, qui rappelle que la photographie ne se laisse pas si facilement dompter et qu'elle est là aussi pour prendre position, pour témoigner, pour questionner. Et toute la programmation s'articule autour de cette idée, en tout cas une partie. Cette année, la programmation fait la part belle aux femmes. Des expositions puissantes, sensibles, parfois militantes, des jeunes talents aux artistes confirmés. Le regard féminin occupe une place essentielle dans cette 56e édition. Solène Claus nous en dit plus. Elles sont chorégraphes, réalisatrices ou encore chefs cuisinières, des femmes de toutes les générations appartenant aux Premières Nations du Québec, placées au centre de photos grandeur nature. L'artiste Caroline Monet est née d'un père français et d'une mère Anishinaabe, un des 11 peuples autochtones au Québec. Les motifs que j'utilise sont inspirés de motifs traditionnels Anishinaabe de ma communauté. Son travail questionne le regard colonial porté sur ces femmes, des femmes invisibilisées et stigmatisées à la suite de la loi sur les Indiens adoptée au Canada au 19e siècle. J'avais cette volonté de montrer à ma mère, à mes tantes, à ma sœur, aux femmes dans mon entourage, dans la communauté, à quel point elles sont belles, qu'elles sont résilientes. Elles demandent de faire partie des décisions et c'est un droit qu'on leur a trop longtemps enlevé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus possible parce que c'est elles qui vont bâtir la société de demain. Un regard de femme militant souligné par le festival dans sa programmation. Cette année, il a remis le prix Kering Women in Motion à la photographe américaine Nan Goldin pour son œuvre et son engagement. Dans les années 70-80, quand j'ai commencé, les hommes disaient « Une grande femme photographe, ça n'existe pas ». Et nous avons prouvé qu'ils avaient tort. En réalité, les femmes ont une forme d'empathie, de compassion et de sensibilité qui transparaît dans leur travail. Bon, parfois les hommes en ont aussi. Mais je crois que c'est inné chez les femmes. Toute sa vie, elle a documenté l'underground new-yorkais, des communautés queer au ravage du sida, puis de la drogue. Dans Syndrome de Stendhal, elle met en scène l'intimité de ses proches à la façon de tableaux et de sculptures. Il y avait ce truc de la nudité qui faisait qu'on sentait la proximité qu'il y avait entre elle et les personnes devant la caméra. C'est souvent assez trash et ça ne me déplaît pas. Je trouve qu'il y a peu de personnes dans le monde qui sont engagées comme elle l'est. Un engagement qui se retrouve dans les portraits de Julie Joubert. Elle est récompensée par le public dans le cadre du prix Découverte 2025 de la Fondation Louis Roederer. Pendant 2 ans, elle a suivi des jeunes recrues de la Légion étrangère, un corps d'armée exclusivement masculin. Je me suis intéressée au milieu de l'armée parce que pour moi, ça cristallise quelque chose autour des représentations de la masculinité. Et notamment ces dernières années, avec les crises que l'on connaît, avec la guerre qui est omniprésente et cette crise de la masculinité qui s'intensifie de plus en plus, j'ai trouvé que c'était le moment opportun en 2025 d'apporter un regard sur ce sujet. Apporter un autre regard et ainsi déconstruire les clichés.
Au-delà des rencontres de la photographie, Arles est aussi le théâtre d'autres événements artistiques à voir en marge du festival. En plein cœur de la ville, l'hôtel Vernon abrite la fondation Lee Ufan. Cette année, le peintre plasticien japonais d'origine sud-coréenne invite l'italien Michelangelo Pistoletto pour une exposition inédite. Miroir, épure, jeu avec le spectateur, les œuvres des deux artistes se répondent pour la première fois. Au-delà de ce dialogue visuel et artistique, Michelangelo Pistoletto défend un art engagé, centré sur l'humain. Une vision qu'il porte depuis plus de 60 ans et qui lui vaut aujourd'hui d'être pressenti pour le prix Nobel de la paix. Le rapport entre moi et Lee Ufan est basé sur une nécessité de vivre ensemble. Lui, il fait un signe sur la toile. Moi, je transforme la toile en miroir. Et dans le miroir, c'est la figure humaine qui se voit dedans. On arrive à avoir une combinaison dans laquelle le signe et la figure deviennent une sorte de sensation de l'esprit. Vos œuvres sont très différentes, hein, on le voit ici, mais elles partagent un même rapport à l'espace, au vide, au spectateur. Parlez-nous un peu de cette conversation artistique et visuelle entre vos œuvres. On a amené ici notre tradition, différentes traditions. Donc Lee Ufan, il a une tradition de l'Orient, moi j'ai une tradition occidentale qui était très distante dans le temps, mais petit à petit se sont rapprochés. Et aujourd'hui, il faut que le monde tout entier, avec les différentes cultures, puisse être uni pour une possibilité de renouveler la société tout en entier. Lee Ufan et Michelangelo Pistoletto partagent aussi les mêmes convictions et portent un même regard sur notre société de consommation. Le monde d'aujourd'hui est marqué par le changement climatique, la consommation de masse et les conflits permanents. Notre démarche avec Michelangelo Pistoletto, c'est d'inviter le spectateur à prendre du recul. Face à cette logique de production et de surconsommation, nous proposons autre chose. Attirer l'attention sur ce qui est absent, sur le vide, sur ce qui n'est pas produit. Notre travail consiste à faire naître une réflexion chez le spectateur et qu'à travers nos œuvres, chacun puisse repenser sa relation au monde. La terre brûle parce que nous sommes en train de la sacrifier à la technologie, au progrès. Nous faisons la guerre pour la possession. Il faut arriver à faire que la possession, ce n'est plus la construction de quelque chose qui se produit en détruisant l'autre, qu'il soit la nature, qu'il soit les êtres humains. Un mot de ces œuvres qui nous entourent, vos fameux miroirs, hein, qui occupent une place centrale dans votre travail d'artiste. Racontez-nous pourquoi vous aimez travailler ce matériau du miroir. Moi, je suis parti à la recherche de moi-même en me regardant dans le miroir pour me faire l'autoportrait. Mais j'ai transformé la toile en surface miroitante. Et à ce moment-là, j'ai vu que je n'étais plus seul dans le tableau. Le monde entier est entré dans mon autoportrait. Mon œuvre est l'autoportrait de chacun de nous et en même temps de tout le monde ensemble. Et c'est l'humanité. La société qui se trouve devant le miroir, devant elle-même, avec une responsabilité de se comprendre et de se créer, de se transformer. Donc c'est le miroir qui nous permet de nous connaître pour savoir qui nous sommes, pour travailler sur nous-mêmes. Vous êtes l'une des figures majeures d'un courant artistique qu'on appelle l'arte povera, qui est né dans les années 60 en Italie, votre pays, et qui prenait une forme d'art simple, engagé, un retour à des matériaux dits pauvres. Donc ce sont des miroirs, des tissus, du bois. Est-ce que les idées de l'arte povera résonnent encore aujourd'hui dans nos sociétés et comment? Le concept de l'art pauvre, arte povera,
c'est un concept, pas de manque, de pauvreté comme manque de quelque chose, c'est l'essentiel. Pauvre dans le sens de l'essentiel. Ce n'est plus seulement la consommation, le produit, la grande production artificielle qui fait qu'on a maintenant une quantité de chiffons, de plastique, de structures physiques qui sont en train de mettre la nature au-dessous de toute artificialité. Il faut que l'artifice puisse s'ouvrir en équilibre vers la nature. Vous avez fondé la Città dell'Arte en Italie, un lieu où l'art dialogue avec la politique, avec l'économie, avec l'éducation. Pourquoi, à votre sens, il est important que l'art, la création, se saisissent de ces questions-là? J'ai créé Città dell'Arte, la ville de l'art à Biella, en Italie, pour faire que l'art soit mis en relation avec tous les secteurs qui composent la société. De la culture, mais aller vers la politique, l'économie, la religion, l'école, l'architecture, la mode, tout ce qui est composant la société doit être réglé par l'art. Donc c'est l'art qui prend la responsabilité de combiner tous les éléments de la vie sociale. Votre engagement pour la paix, le dialogue interculturel, la durabilité vous vaut aujourd'hui d'être pressenti pour le prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que représente cette reconnaissance pour vous? La possibilité que ce que j'ai fait depuis des dizaines d'années est reconnu comme une possibilité que l'artiste offre à la société pour dépasser tout ce qu'on a pu faire sans réellement aboutir à une société équilibrée. Je pense que là, avec une constitution artistique du monde, on peut vraiment arriver à créer la paix et participer. Tout le monde doit participer, mais il faut une direction. Et alors là, c'est l'art qui prend la direction pour la paix. L'engagement artistique, c'est aussi ce qui relie deux autres expositions à voir cet été à Arles, avec deux pays à l'honneur des 56e rencontres de la photographie, l'Australie et le Brésil, vus notamment au travers de leurs populations autochtones. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.